Nous allons à présent donc passer à un autre thème qui est l'actualité de la prise en charge de l'intoxication oxycarbonée chez l'enfant. Donc, comme petite introduction, l'intoxication oxycarbonée est la première cause de mortalité accidentelle d'origine toxique. Deux tableaux cliniques trompeurs avec des signes non spécifiques. Elle est souvent collective et saisonnière, avec l'oxygénothérapie qui représente la base de sa prise en charge. Pour ce qui est de la définition de l'intoxication oxycarbonée, elle résulte de l'inhalation d'un gaz toxique qui est le monoxyde de carbone. Selon les modes d'exposition, on distingue l'intoxication aiguë, subaiguë et chronique. Pour sa physiopathologie, donc le monoxyde de carbone, il faut savoir que c'est un gaz qui est inodore, incolore, insipide et non irritant, mais potentiellement mortel, ce qui lui vaut le nom de tueur silencieux. Produit par combustion incomplète des composés carbonés en raison d'une quantité insuffisante d'oxygène. La toxicité, du CO peut être héminique ou cellulaire. Pour ce qui est de la toxicité héminique, donc elle correspond à la fixation de du CO sur l'hémoglobine ou de la myoglobine. Il en résulte une hypoxémie. La toxicité cellulaire, quant à elle, elle résulte d'une altération de la chaîne respiratoire avec, par conséquent, un stress oxydatif. Passons maintenant aux sources du CO et des circonstances de survenue. Les sources sont essentiellement donc, un appareillage qui est mal entretenu, des pièces closes, des voitures qui roulent dans une enceinte qui est close également. Pour les circonstances de survenue, donc, on a des quantités d'oxygène insuffisantes, dysfonctionnement des appareils de chauffage ou de cuisson, installation de chauffe-eau dans des salles de bain. Pour ce qui est du diagnostic positif, les signes cliniques donc compatibles d'une part, la mesure du CO dans l'organisme ou dans l'atmosphère, des situations à risque d'intoxication au CO, ainsi que le caractère collectif et saisonnier des symptômes. Donc pour les critères diagnostiques, la présence de deux critères suffit pour poser le diagnostic. On a les critères cliniques, biologiques, métrologiques et technologiques. Alors, pour ce qui est des critères cliniques, on a les céphalées, des vertiges, nausées, vomissements, faiblesse musculaire, troubles du comportement, troubles visuels et une hyperréflexivité tendineuse, bien sûr avec le caractère collectif de ces signes. Pour ce qui est des critères biologiques, on a la mesure du taux sanguin de la carboxyhémoglobine avant toute oxygénothérapie, avec un taux de carboxyhémoglobine supérieur à 6% en absence de signes cliniques ou supérieur à 3% en présence des signes cliniques, ou bien la mesure du CO dans l'air expiré. Alors, pour ce qui est des critères météorologiques, on a la mesure du CO atmosphérique sur les lieux d'intoxication par les services de secours avec un taux de CO supérieur ou égal à 10 parties par million. Pour les critères technologiques, on a la présence d'une installation d'appareils à combustion attestée dangereuse par évaluation après enquête. On passe maintenant au volet le plus important qui est la prise en charge. Il faut savoir que dans les intoxications oxycarbonées, l'oxygénothérapie reste le seul traitement. Pour pouvoir comprendre la prise en charge, il faut tout d'abord savoir que la demi-vie de la carboxyhémoglobine est de 320 minutes à l'air ambiant, 90 minutes à 100% de FiO2 et 25 minutes dans les caissons hyperbares. La prise en charge passe essentiellement par trois étapes. Pour la première étape, on a la mise en condition avec l'extraction du milieu clos, la mise en place d'une voie veineuse périphérique avec le monitoring des constantes vitales. Par la suite, c'est les examens complémentaires avec la mesure du taux sanguin de carboxyhémoglobine et ou la mesure du CO dans l'air expiré, bien sûr, avant toute oxygénothérapie. Et enfin, l'oxygénothérapie à haut débit, avec administration précoce sans attendre les résultats des examens biologiques. Le débit, il est de 12 litres par minute et on poursuit jusqu'à l'oxygénothérapie hyperbare si cette dernière est indiquée. Pour la deuxième étape, elle consiste à rechercher des signes de gravité et des complications précoces. Pour les signes de gravité, ils sont essentiellement représentés par les troubles hémodynamiques, les détresses respiratoires, troubles neurologiques, troubles musculaires, hyperthermie et la coloration couche-nid de tégument que l'on retrouve seulement dans les intoxications létales. Par la suite, c'est le bilan de retentissement avec gazométrie artérielle, l'électrocardiogramme, des enzymes cardiaques et musculaires, glycémie veineuse, fonction rénale et radiographie du thorax.
La troisième étape, c'est l'oxygénothérapie hyperbare, dont le but est de limiter la fréquence ou la gravité des manifestations neurologiques secondaires. Pour ce qui est des indications, selon the European Committee of Hyperbaric Medicine, donc l'oxygénothérapie hyperbare, elle concerne les intoxications au CO à haut risque de complications à court et à long terme. Ces situations à risque sont les pertes de connaissance, les signes neurologiques, signes cardiaques, respiratoires et psychologiques. Les contre-indications donc absolues sont le pneumothorax non drainé et le bronchospasme majeur. Pour ce qui est des conditions d'exécution, donc elle doit être effectuée dans les 24 heures, avant les 24 heures plutôt, suivant l'exposition au CO. La durée est de 90 minutes avec 2 médecins qui devraient être à l'intérieur du caisson et à proximité d'un service de réanimation. Pour ce qui est de sa surveillance, donc, on aura l'évaluation pulmonaire, cardiaque, neurologique et la quantification de la diurèse. Un volet qui est très important dans la prise en charge de l'intoxication au CO, c'est l'évaluation post-critique des patients, qui consiste essentiellement à la recherche du syndrome post-intervallaire et par conséquent des complications neurologiques, que ce soit plutôt les complications graves avec altération majeure des fonctions cognitives ou complications mineures, à savoir les troubles neurologiques secondaires. La prévention, donc conformément à la note du ministère de la Santé relative à l'information et à la prévention sur les risques d'intoxication au CO, la prévention passe essentiellement par l'information du public et des professionnels pour une sensibilisation sur les risques de ce gaz mortel. Pour ce faire, donc, il va falloir qu'il y ait une vérification donc, annuelle des installations par un professionnel, aération des logements même en hiver et ne jamais boucher les entrées d'air, effectuer un ramonage mécanique des conduits et cheminées au moins une fois par année. Pour conclure, il s'agit d'un gaz toxique. L'intoxication est de clinique peu spécifique, avec des circonstances de survenue qui peuvent fortement orienter le diagnostic. Le risque vital, quant à lui, il est immédiat avec séquelles neurologiques invalidantes. La prévention passe par l'information et la sensibilisation. Je vous remercie. Merci, docteur.